Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ce live de l'expert organisé par Demos, consacré au projet de réforme de la formation et également au contenu des ordonnances publiées à la fin du mois de septembre pour l'apport qu'elles pourraient avoir sur le champ de la formation. Vous pourrez poser des questions pendant la totalité du déroulement de ce webinaire qui est programmé sur 1 heure en utilisant le chat qui se trouve dans le pavé gauche de votre écran. Je répondrai aux questions en deuxième partie de webinaire et il y aura ensuite, si jamais il n'était pas apporté réponse à toutes les questions, une reprise sous forme de FAQ qui sera publiée sur le site de Demos. Vous pourrez également récupérer à partir de cet après-midi le support, la présentation que j'utilise pour ce webinaire. Merci à tous pour votre participation, vous êtes encore une fois très nombreux. Et donc, débutons sur ce que nous disent les ordonnances qui ont été publiées fin septembre sur la formation. Alors vous savez que ces ordonnances, la formation n'était pas le sujet principal, elles étaient consacrées à la réforme du droit du travail, les relations collectives, la séparation, les ruptures de contrat de travail, mais il y a 3 dispositions qui peuvent influer ou donner le sens de la réforme à venir, voire être directement opérationnelle. La première, qui est une des grandes surprises, si on peut dire, de ces ordonnances, c'est que, après avoir annoncé qu'il y aurait des domaines réservés à la branche, sur lesquels les entreprises ne pourraient pas négocier, dans le texte final, on s'aperçoit que dans les domaines où la branche est prioritaire, un accord d'entreprise peut s'affranchir de l'accord de branche sous une seule réserve, c'est qu'il prévoit pour des salariés des garanties au moins équivalentes à celles fixées par la branche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire moins, mais on peut faire différemment. Alors, cette formule ouvre la porte par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui, enfin ce que l'on connaissait précédemment, pardon, c'est-à-dire l'impossibilité absolue de déroger sur certains points à ce que prévoit la branche. Dorénavant, on peut faire différemment, ce qui ouvrirait la porte à la possibilité pour une entreprise, par exemple, de choisir son OPCA ou de remettre en cause le choix fait par la branche. Alors, interrogé sur ce point qui n'est quand même pas mineur, le ministère a confirmé que cette interprétation correspondait bien au sens qu'il entend donner à cette disposition, mais que cette question serait définitivement arbitrée dans le cadre de la réforme à venir, sachant que le rôle des OPCA est amené à évoluer. Deuxième indication, la mise en place du comité social et économique à partir du 1er janvier et de manière obligatoire pour toutes les entreprises au plus tard le 1er janvier 2020, avec une substitution de ce comité social et économique au délégué du personnel, comité d'entreprise et CHSCT, s'accompagne d'une possibilité très élargie de négocier à la fois les modalités d'organisation, de fonctionnement, la composition, les commissions, etc. de cette nouvelle instance. Ce qui permet à une entreprise aujourd'hui de négocier, aujourd'hui à partir du 1er janvier prochain, de négocier à peu près complètement le calendrier de travail que l'on souhaite avoir avec les instances représentatives du personnel et évidemment d'inclure les projets formation selon les modalités qui lui conviennent le mieux. Sachant que sur ce point-là, une petite précision, ce n'est pas la réglementation qui fait le calendrier de travail avec les représentants du personnel, c'est les choix qui sont faits dans l'entreprise. On peut travailler en programmation annuelle, on peut travailler en programmation semestrielle ou trimestrielle, on peut travailler en workflow continu pour tout ou partie de ces projets de formation. À chaque fois, ça modifie les modalités de travail avec les représentants du personnel, mais il n'y a bien évidemment aucun process qui soit rétif à la législation. C'est-à-dire que tout peut rentrer dans le cadre légal sans aucune difficulté. Ce n'est pas la législation qui vous dit de quelle manière vous devez organiser et travailler dans le champ de la formation. Dernier élément, le télétravail. Les ordonnances Macron étendent considérablement le champ du télétravail en levant notamment 2 difficultés assez traditionnelles. La première, c'est que la définition du télétravail jusqu'à présent, c'était une organisation du travail récurrente. Or,
dorénavant, les ordonnances prévoient que le télétravail peut être occasionnel, donc ponctuel, et qu'il n'est pas besoin d'avoir une organisation pérenne dans ce domaine-là. Donc on peut avoir recours au télétravail en des occasions particulières. Grève dans les transports, météo qui rend difficile l'accès à l'entreprise, enfants malades ou personnes à charge ponctuellement qui nécessitent de rester chez soi, etc. Tous ces cas-là peuvent rentrer dans le champ désormais du télétravail sans qu'on soit sur une organisation récurrente. La deuxième chose, c'est que on a supprimé la condition pour l'entreprise d'assumer obligatoirement des frais de télétravail qui seraient exposés par le salarié. Alors pourquoi? Parce que on constate que dans certains cas, il n'y a pas de frais supplémentaires pour le salarié, voire même il y a de l'économie. Lorsque l'on n'expose plus des frais de transport, notamment des frais de transport individuels, et que l'on travaille avec un matériel dont on dispose déjà, les coûts de connexion sont évidemment bien moindres que les frais liés au transport, et donc on peut même avoir des situations d'économie. Donc le fait que la législation antérieure prévoyait obligatoirement une compensation de frais pouvait être restrictive. Alors dans ce cadre-là, eh bien on peut envisager que pour certaines formations réalisées à distance, il puisse y avoir recours de manière très simple et très souple, puisqu'on a même pas besoin d'un accord d'entreprise, une charte suffit avec un accord des salariés pour ponctuellement télétravailler et donc éventuellement se former à distance depuis son domicile si les conditions sont meilleures que celles que l'on aurait dans l'entreprise, donc pas besoin d'aménager des espaces de travail réservés à la formation. Alors, trois messages qui vont dans le sens d'une plus grande liberté. Liberté éventuellement pour les entreprises par rapport à leur convention de branche, liberté dans l'organisation du travail avec les représentants du personnel, liberté dans l'organisation de la manière de travailler, voire de se former. Et ce message de liberté, nous allons le retrouver dans la réforme à venir de la formation, dont le calendrier est connu, et la feuille de route sera diffusée demain, vraisemblablement demain en fin d'après-midi auprès des partenaires sociaux, mais on sait d'ores et déjà de quelle manière va s'organiser son contenu. Alors, quel calendrier? Il y a trois réformes qui sont menées en parallèle et de manière systémique, comme le gouvernement l'a plusieurs fois répété. La réforme de la formation professionnelle, la réforme de l'apprentissage. Alors l'apprentissage fait partie de la formation professionnelle, mais avec une particularité, c'est qu'il relève de la formation initiale et donc et qu'il implique d'autres acteurs que la formation continue, donc il fait l'objet d'une concertation spécifique. Et troisième réforme, l'assurance chômage, avec un impact sur la formation des demandeurs d'emploi. Donc ces trois réformes font l'objet de concertations suivant des formats différents. Pour l'apprentissage, on associe l'État, les partenaires sociaux, les conseils régionaux et les organismes consulaires qui jouent un rôle majeur en matière d'apprentissage. Pour la formation continue, le gouvernement va donc diffuser demain un document d'orientation à partir duquel les partenaires sociaux engageront vraisemblablement une négociation interprofessionnelle. Et sur la réforme de l'assurance chômage, il va y avoir un dialogue entre l'État et les partenaires sociaux. Cette phase de concertation est prévue pour se terminer à la fin du mois de janvier 2018, ce qui permettra ensuite d'élaborer un projet de loi qui devrait être déposé à l'Assemblée dans le courant du mois de mars ou au tout début du mois d'avril, c'est-à-dire au printemps, avec un vote définitif de la loi avant ou au cours de l'été, c'est-à-dire en juin ou en juillet, ce qui nous donnera une mise en application de tout ceci au 1er janvier 2019, et si l'on retouche, ce qui est fort probable, aux contributions des entreprises, eh bien cela donnera une collecte 2019 qui se fait sur les bases de 2018, puisque masse salariale 2018, et une première collecte sur les nouvelles bases qui aura lieu en février 2020. Donc un calendrier d'élaboration et de mise en œuvre relativement long, mais qui correspond à ce que l'on avait déjà connu sur les réformes précédentes. Alors le point de départ de la réforme, avec une précision, il s'agit bien du point de départ et pas du point d'arrivée. Nous sommes sur un processus qui va durer quasiment 8 mois, entre octobre et juin ou juillet 2018, qui va durer 8 mois, avec
évidemment des discussions, des négociations, un projet de loi, des amendements, tout un travail d'élaboration de la norme, et les équilibres de départ ne sont pas nécessairement ceux d'arrivée. Ceci dit, le sens de la réforme est donné ou va être donné de manière assez précise par le gouvernement qui a à plusieurs reprises annoncé ses intentions. Alors la réforme est présentée comme systémique, c'est-à-dire que à peu près tous les sujets seront abordés. En premier lieu, l'alternance et le rapprochement ou la fusion. Les deux options sont sur la table. Il est plutôt question aujourd'hui de rapprochement plutôt que de fusion entre l'apprentissage et la professionnalisation, donc les deux contrats qui permettent l'emploi des jeunes, pas exclusivement des jeunes d'ailleurs pour le contrat de professionnalisation. Mais premier sujet. Deuxième sujet, alors là plutôt la fusion que le rapprochement entre le congé individuel de formation et le compte personnel de formation pour créer un droit unique des salariés. Troisième sujet, la qualité de la formation et peut-être la labellisation des organismes de formation et des exigences nouvelles en matière de communication des résultats ou d'accès par le grand public aux évaluations, une réforme de la certification qui a été un petit peu l'angle mort de la réforme précédente. On a exigé que tous les dispositifs ou presque financés par les OPCA conduisent à des certifications, mais on n'a pas réformé le système de certification lui-même, ou on ne lui a pas donné suffisamment de garanties de qualité. Une réforme de l'orientation professionnelle qui est en amont de tous les dispositifs, et enfin une réforme de la formation des demandeurs d'emploi en liaison avec la réforme de l'assurance chômage. Donc vaste chantier que je vais reprendre point par point. Alors, la fusion ou le rapprochement entre l'apprentissage et la professionnalisation. Objectif ici, pourquoi fusionner ou rapprocher les deux contrats? Tout d'abord parce qu'on constate qu'il y a des effets de concurrence entre ces deux contrats avec une difficulté de choix suivant les situations et peut-être de contrats imposés dans un cas ou dans l'autre aux candidats ou aux bénéficiaires. Ensuite, parce que deux dispositifs qui fonctionnent de manière différente avec des opérateurs différents, avec des logiques différentes, avec des modes de financement différents, eh bien, on considère que c'est de nature à augmenter les coûts de gestion. Donc ici, la fusion des financements conduirait à optimiser ces financements. Parce qu'on voudrait avoir une visibilité également sur le financement de l'alternance plus importante que ce qu'elle n'est aujourd'hui. La taxe d'apprentissage a été réformée à de multiples reprises, mais on n'est pas encore au bout de la transparence totale dans ce domaine. Et enfin, ce serait plus simple en matière d'orientation d'avoir un dispositif unique. Alors, il y a tout de même une difficulté, parce que d'un côté, on a l'apprentissage avec un contrat qui relève de la formation initiale, un statut d'étudiant systématique, une intervention des conseils régionaux pour définir la carte de l'apprentissage et pour financer les CFA, et de l'autre côté un contrat de professionnalisation qui relève de la responsabilité quasi intégrale des partenaires sociaux avec un financement par la contribution formation continue et une intervention des OPCA. Alors fusionner ces deux dispositifs sera peut-être trop complexe. L'annonce du gouvernement est en tout cas un objectif de rapprocher les statuts des jeunes pour qu'il n'y ait plus de choix avec quel est le contrat le plus favorable en fonction de mon âge, etc. Ce qui donne d'ailleurs, sauf pour les tranches d'âge les plus jeunes, souvent un avantage compétitif sur le plan financier au contrat d'apprentissage avec des exonérations d'impôts, des exonérations de charges qu'on ne retrouve pas sur le contrat de professionnalisation, et puis également une fusion des financements et donc une réforme de la taxe d'apprentissage, j'y reviendrai vers la fin de la présentation, une réforme de la taxe d'apprentissage qui serait fusionnée avec la contribution formation continue. Alors, une contribution unique dédiée et géré par les branches. Il y a ici évidemment un débat avec les conseils régionaux qui reçoivent aujourd'hui la moitié, un peu plus de la moitié de la taxe d'apprentissage. La volonté clairement affichée à ce jour du gouvernement est de confier une plus grande responsabilité financière aux partenaires sociaux et donc aux décisions de la branche. Ça ne veut pas dire évacuer la compétence des conseils régionaux, bien évidemment, mais ça veut dire avoir un rééquilibrage entre ce qui relèverait des conseils régionaux et ce qui relèverait des branches.
approche, avec comme conséquence sans doute un rôle accru des OPCA en matière de développement et de financement de l'alternance. On pourrait donc avoir une fin du monopole des conseils régionaux en matière d'ouverture des CFA, et d'ailleurs est ouverte la porte à un financement revisité des centres de formation d'apprentis qui pourrait ne plus se faire sur la base d'une collecte directe de la taxe d'apprentissage, mais au contraire sur un financement au contrat en fonction de l'activité sur le modèle du contrat de professionnalisation. Alors je le reprécise de nouveau, ce que je présente ici, ce sont les éléments du diagnostic de départ et les propositions, c'est le projet du gouvernement. Il va y avoir ensuite une négociation, de la concertation, et donc peut-être que le point d'arrivée pourra être différent de celui que je présente, mais ceci dit, les grandes lignes paraissent tout de même relativement bien arrêtées sur ce domaine. Sur les objectifs, c'est pas sur les objectifs qu'il y aura de la négociation, de la concertation, c'est sur les modalités. Alors ensuite, qui fait quoi, par où passent les financements, etc. Tout ceci, évidemment, n'est pas arbitré, sinon il n'y aurait pas de concertation. On n'est pas dans le modèle des ordonnances où l'État avait un projet quasiment clé en main. Là, c'est plus réacteur, c'est plus compliqué que de réformer le Code du travail simplement. Et donc, il y aura des ajustements pendant les 8 mois qui viennent. Mais l'objectif est celui que je présente ici. Deuxième sujet, la fusion entre le congé individuel de formation et le compte personnel de formation. Alors, cette fusion annoncée pour créer un droit unique destiné aux salariés n'est pas si simple que ça à mener techniquement, puisqu'on a deux droits qui ont été construits de manière assez différente. Le congé individuel de formation est principalement construit autour d'un droit à l'absence. Congé, possibilité de s'absenter et éventualité d'avoir un financement, même si dans la très grande majorité, pour pas dire la quasi-totalité des cas, le salarié assujettit son départ en congé individuel à l'obtention de ce financement. Et la formation n'est pas régulée réglementairement, elle est régulée par les organismes financeurs qui établissent des priorités pour l'accès au financement lorsqu'ils n'ont pas assez de ressources pour financer l'intégralité des demandes qui leur sont présentées, ce qui est le cas pour la quasi-totalité des organismes financeurs. On a aujourd'hui à peu près 70-75 000 demandes de congés individuels tous les ans et 40 000 qui sont financées, incluant d'ailleurs le CIF des contrats à durée déterminée. Le compte personnel de formation a été construit de manière totalement différente, puisqu'il n'y a pas de droit à l'absence. Il y a une négociation éventuellement avec l'entreprise sur la possibilité de s'absenter. Les dérogations à ce principe sont assez réduites. On a l'accès à la VAE et l'accès à la certification CLEA, savoir de base ou de premier niveau, qui sont associés à un droit à l'absence. Pour le reste, la formation doit se dérouler en dehors du temps de travail, sauf si l'entreprise partage le projet, ce qui était une manière d'inviter à la négociation entre un projet individuel du salarié et les projets de l'entreprise. Par contre, le droit au financement n'est conditionné que par le fait de choisir une formation qui conduise à une des certifications rendues éligibles par les partenaires sociaux ou par la loi, puisque la loi définit certaines certifications comme éligibles, par exemple le permis de conduire. Donc d'un côté un droit à l'absence, de l'autre côté pas du tout un droit à l'absence, mais un droit au financement. Alors droit au financement qui ne s'est pas encore heurté, mais cela ne saurait tarder, à la limite financière et qui imposera à un moment donné que l'on ait une régulation. On a sur l'année 2017 environ 250 000 à 300 000 salariés qui utiliseront leur droit au compte personnel de formation. Donc d'un côté un dispositif plutôt quantitatif, en tout cas avec plus de volume que le congé individuel qui stagne à 40 000 bénéficiaires depuis des années. Le CPF lui est dans une dynamique de croissance plus présente, et deux droits construits différemment. Donc la fusion n'est pas évidente. Ici, le projet du gouvernement est d'avoir un outil
de plus grande liberté mise à disposition des individus. C'est-à-dire que la commande qui va être passée aux partenaires sociaux est d'avoir ce que le gouvernement appelle une désintermédiation, autrement dit, une capacité de choix de la part de l'individu qui ne soit pas régulée, que la décision n'appartienne pas à d'autres que lui. Donc, une version plus ouverte que le compte personnel de formation que l'on connaît aujourd'hui, peut être plus ouverte aussi en termes de priorité, c'est-à-dire que les gens puissent savoir exactement ce qu'ils peuvent faire avec leurs droits sans qu'ils soient assujettis à une décision autre que la leur, ce qui posera malgré tout une question de régulation financière dans la mesure où le volume des droits distribués est supérieur aux disponibilités financières. Alors dans ce domaine, peut-être une précision, le compte personnel de formation est parfois envisagé comme une solution unique pour financer un projet. Or, si on se rapporte à la loi de 2014 qu'il a créée, et le rapporteur a énormément insisté sur ce point tout au long des débats, le compte personnel de formation n'a jamais eu pour vocation de financer à lui seul un projet de formation d'un individu. Sinon, on n'aurait pas plafonné à 150 heures un droit pour l'orienter ensuite vers des formations certifiantes plutôt de longue durée. L'objectif était d'avoir un levier pour le salarié, une capacité de négociation en apportant une partie du financement du projet, à charge pour lui de trouver un complément de financement auprès de son employeur ou auprès de l'OPCA, s'il rentrait dans certaines priorités, voire de compléter lui-même le financement que lui apporte la collectivité s'il est sur un projet strictement personnel. Et donc, le compte personnel ne doit pas être envisagé, et les financements disponibles pour le compte personnel ne doivent pas nécessairement être envisagés comme destinés à financer l'intégralité d'un projet à eux seuls. Ce sont des droits que la collectivité met à la disposition des individus, mais dans une certaine limite, bien évidemment. Alors, dans ce domaine, la fusion CIF-CPF, on a quelques interrogations. Il y a une grande différence. Les durées moyennes sur le CPF sont, pour les salariés, sont inférieures à 100 heures par formation suivie. Sur le congé individuel, la moyenne est à 800. Donc, se poserait la question de savoir ce que deviennent les formations longues qui sont bien évidemment très consommatrices de financement dans la mesure où elles prennent en charge le salaire et la rémunération, ce qui est la condition d'une absence de longue durée. La deuxième chose, c'est si le dispositif était régulé par les branches, quid des formations transverses ou des formations de reconversion. Aujourd'hui, on a des organismes, des OPCA qui gèrent le congé individuel dans des secteurs identifiés, et puis on a les FONGECIF qui ont une approche plus interprofessionnelle. Et enfin, se pose tout de même la question de la régulation financière si on ouvre, puisque il paraît à peu près évident que le système des listes ne survivra pas à l'année 2018 et que la réforme du système mettra fin sans doute à cette forme de régulation en amont qui n'a pas été jugée très satisfaisante, même si elle a permis aux partenaires sociaux de s'investir dans le champ des certifications. En tant qu'outil de régulation, elle a assez vite montré ses limites dans la difficulté d'appréhension du système, dans le choix et la sélection des certifications éligibles, etc. Donc on serait vraisemblablement sur un élargissement des certifications éligibles et pour lesquelles les salariés peuvent utiliser leurs droits. Mais si on élargit le champ des possibles, et que donc on a une montée en charge prévisible des demandes, même si on fusionne les contributions CIF et CPF, se posera la question de la régulation financière du dispositif, c'est-à-dire qui à un moment donné décide qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses et que certaines formations ne sont plus, ou certains projets ne sont plus financés.
Et puis, le souhait du gouvernement serait de ne plus avoir une comptabilisation en heures du droit du salarié, mais de passer sur un système de monétarisation, alors soit directement en euros, soit en points. Pour quelle raison? Alors, pour une raison qui dépasse le champ du compte personnel de formation et qui tient à l'évolution de la formation elle-même. Lorsque le format de formation est un format strictement présentiel, caler le financement sur la durée, c'est-à-dire sur la durée de la production, peut avoir du sens. À partir du moment où les formations deviennent multimodales, c'est-à-dire où une formation associe de l'accompagnement, de la mise à disposition de ressources, éventuellement du temps de présentiel, des temps individuels, des temps collectifs, du travail, des productions qui sont réalisées par le stagiaire, etc. Les durées de formation ne sont plus standards, elles deviennent très individualisées, et elles deviennent propres quasiment à chaque individu, quand bien même serait-il engagé dans le même parcours que d'autres. Donc le critère de durée n'a plus de sens pour financer la formation. C'est en ce sens que l'on a eu au mois de mars dernier une réforme, un décret en l'occurrence, qui faisant suite à la loi travail, permet y compris en matière de professionnalisation, de financer les formations sur un mode forfaitaire et non plus en référence à un taux horaire. Aujourd'hui, les partenaires sociaux et les OPCA, s'ils le souhaitent, peuvent, sur l'intégralité des dispositifs, plans de formation, période, contrat, CPF, peuvent définir leur financement autrement que par des taux horaires. Il faut bien constater que très peu l'ont fait à ce jour. On le voit, mais de manière très, comment dire, de manière très faible, très peu importante. Alors, poids de l'habitude, poids des outils de gestion, difficulté à définir des autres modes de financement, mais on sent bien que le chemin est là. La notion de durée et de coût horaire a de moins en moins de sens, voire plus aucun sens, pour financer certains types de formations et des types de formations qui tendent à se développer très rapidement. Donc la monétarisation correspond à ce premier souci, avoir une approche plus économique de ce que coûte la formation. Deuxième préoccupation qui conduit à cette monétarisation, avoir une lisibilité plus importante pour les individus. C'est-à-dire que pour l'individu, il est plus important de savoir quel est le budget qu'il a à sa disposition plutôt que de savoir le nombre d'heures. Surtout qu'aujourd'hui, sur le CPF, au final, le nombre d'heures est un budget, mais avec une valorisation très différente suivant les OPCA. Et donc, l'objectif ici, c'est de de transformer les heures figurant dans les comptes de chaque salarié, de même de chaque actif, sur une base donc points ou euros. Alors, si on convertit, il faudra bien donner une valeur. On avait déjà eu le cas avec le DIF portable, la valeur avait été mise à 9,15 €. 9,15 €, vieille survivance du franc, puisque c'était la traduction de 60 francs, ce qui vous montre d'ailleurs que la revalorisation des financements de la formation est relativement faible, puisque c'était tout de même il y a 17 ans. Qu'aujourd'hui on a des financements sur l'heure de formation CPF qui varient de 30 à 50 €, voire parfois plus, suivant les OPCA. Ici, on pourrait avoir soit une valeur unique, 20 ou 30 € par exemple pour l'heure, ce qui donnerait une traduction budgétaire. Là où j'avais 100 heures, j'aurais 2000 ou 3000 €. Donc la traduction est plus rapide pour savoir ce que je peux acheter. Et avec une question, est-ce que cette valorisation se ferait de la même manière pour l'intégralité des salariés? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'État de manière réglementaire qui fixe la valorisation, ou bien est-ce qu'on renvoie à la négociation, ou bien est-ce que l'État, dans cette logique de donner plus à ceux qui ont moins, ce qui est annoncé comme une priorité sur la réforme de la formation, pourrait avoir des taux différenciés suivant le niveau de qualification des individus? Bien, tous ces points-là, comme je l'ai dit, sont dans les modalités, pas dans le principe, et donc c'est elles qui feront l'objet de discussions. Sur le principe, le fait que l'on change l'unité de mesure pour passer des heures à autre chose semble lui acté. Et se posera donc la question, alors si on met des euros
Vous voyez ce que cela peut susciter. J'ai des euros sur un compte, mais ce sont des euros virtuels, ils n'existent que si je les utilise. Je peux les consommer uniquement pour de la formation, mais à condition qu'il y ait des ressources suffisantes. Donc il y a un risque autour de la communication liée à cette conversion monétaire. Et également la question de la régulation par rapport au financement disponible. Alors voilà toutes les questions qui seront à régler autour de la fusion CIF-CPF. Il semble tout de même que sur le principe de la fusion, contrairement à contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation où on pourrait garder les deux dispositifs en essayant de les harmoniser, ici le champ de la fusion soit plus engagé, en tout cas une position du gouvernement plus inflexible que sur le premier sujet. Troisième champ, la question de la labellisation des organismes de formation ou une exigence plus grande en matière de transparence des résultats. On a aujourd'hui une réglementation qualité qui date de la loi de 2014 qui est comment dire, de la qualité sous format de conformité réglementaire. Donc de conformité à des critères posés par décret et complétés ou redéfinis par les différents financeurs avec le système du Datadoc pour les OPCA et puis les systèmes gérés en propre par les autres financeurs de la formation. Et une conformité de principe ou présumée pour les gens qui sont détenteurs d'un des labels identifiés par le CNEFOP. Cette réglementation de la qualité n'a d'effet que sur la possibilité pour l'organisme d'accéder au financement des différents financeurs. C'est-à-dire que c'est en quelque sorte un exercice qualité qui se règle entre les financeurs et les organismes de formation. On s'aperçoit que l'individu est assez absent de ce dispositif-là. En tout cas, que les référencements qualité n'aident pas au choix. Si on arrive in fine à avoir 20 ou 30 ou 40 000 prestataires de formation référencés, il faudra considérer que c'est un tamis ou que ça donne des indications relativement faibles pour savoir ou pour guider ou pour aider les individus à choisir l'organisme de formation avec lequel ils souhaitent travailler. Donc la volonté du gouvernement ici est double. Tout d'abord d'avoir peut-être une réglementation de la qualité qui ne soit pas simplement sur le champ réglementaire de conformité et d'accès au financement, mais qui permette de distinguer, de labelliser des capacités d'innovation, de performance sur le champ de la formation, de résultats, de capacité à travailler sur certains dispositifs, etc. C'est-à-dire de faire de la qualité qualitative, si j'ose dire, plutôt que de la qualité quantitative. Et la deuxième chose qui est plus en rupture avec ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est la capacité pour les individus d'accéder plus directement aux résultats des formations suivies par les stagiaires. Et alors si je me hasarde à faire un petit peu, non pas de politique fiction, mais à donner l'exemple de ce que pourrait être un schéma, toute personne qui suit une formation pourrait, par exemple, avec son identifiant CPF, puisque potentiellement tout le monde peut ouvrir son compte au titre du compte personnel de formation, pourrait avec son identifiant CPF, ce qui garantit la fiabilité des informations puisque c'est nominatif, pourrait saisir des évaluations en ligne sur les formations qu'il a suivies dans tel ou tel organisme et ces évaluations, anonymisées bien évidemment, mais le nom permettrait de vérifier le sérieux et de l'évaluation réalisée, pourrait être accessible pour tous ceux qui souhaitent suivre le même type de formation. Dans ce domaine, que ce soit sur le CPF ou que ce soit sur la qualité, le projet, alors peut-être à court ou à moyen terme du gouvernement, dans un premier temps à court terme, c'est que tous les individus puissent à travers une application accéder facilement et simplement à des informations sur leurs droits, sur les formations qui leur sont accessibles, sur les organismes qui les délivrent et sur les résultats qu'ont déjà produits ces formations. Et au-delà,
au-delà de la simple information, de pouvoir toujours par un système d'application, pouvoir décider, s'inscrire en ligne, payer en ligne, et éventuellement d'ailleurs suivre en ligne la formation. C'est-à-dire qu'il y a un objectif ici de démocratisation à la fois de la décision et de l'accès à la formation au moyen des technologies. Alors, Big Data, Big Brother, chacun aura sa vision utopie ou réalité de demain. Ça dépendra si on est technophobe ou technophile. Et le pari que l'on fait là-dessus. En tout cas, il y a un projet dans ce domaine qui est clairement affiché par le gouvernement de permettre aux individus d'avoir un accès beaucoup plus direct, c'est-à-dire sans intermédiation. Et ici, on pourrait donner, je pense qu'il faut distinguer deux choses. En matière de droits des salariés et en matière de qualité, il y a un objectif de désintermédiation, c'est annoncé sous ce terme-là par le gouvernement, qui correspond au souhait que les individus aient une capacité de décision supérieure et qu'ils aient un accès plus direct à l'information. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas obligés de passer par un intermédiaire. Par contre, ça ne remet pas en cause le besoin d'accompagnement des personnes et que par ailleurs, on développe des services qui soient mis à leur disposition, mais en n'en faisant pas un passage obligé, en faisant le moyen d'accompagner ceux qui le souhaiteraient ou ceux qui en auraient le plus besoin. Donc la désintermédiation, elle est dans la capacité d'autonomie de l'individu, dans la moindre prescription souhaitée dans le dispositif, que ce ne soit pas d'autres qui décident pour les personnes qu'elles aient besoin ou pas de se former, mais qu'elles fassent le choix elles-mêmes, et si elles ont besoin d'accompagnement, qu'elles puissent trouver ce service-là. Donc, un champ de la qualité revisité, avec d'un côté des labels donc plus qualitatifs, moins quantitatifs, et de l'autre côté sans doute des exigences de transparence sur les résultats plus importantes pour les organismes de formation. Alors les résultats, ça peut être les évaluations sur le produit lui-même, ça peut être les résultats d'insertion pour les formations qui ont une vocation à l'insertion, ça peut être des résultats sur les emplois occupés à l'issue de la formation, voire sur les niveaux de salaire, etc. Toutes choses qui permettent à l'individu, qui sont mises à sa disposition et qui correspondraient à finalement au comportement d'un consommateur avisé qui prendrait tous les renseignements et toutes les informations avant de s'inscrire dans une formation. Quatrième champ, la réforme de la certification. Alors, la certification professionnelle aujourd'hui est régulée par deux acteurs principaux, la Commission nationale de la certification professionnelle, qui gère à la fois le répertoire national de la certification professionnelle, dans lequel on trouve les titres et diplômes, environ 10 000 aujourd'hui dans le RNCP, et puis l'inventaire des certifications et habilitations, autrement dit toutes les certifications non diplômantes. L'inventaire a été créé par la loi de 2014, il a commencé à fonctionner en 2015, il comporte aujourd'hui plus d'1 millier de certifications différentes de toute nature, avec une très grande variété, non seulement une très grande variété de certifications, mais également, une très grande variété de qualité dans la création des certifications. On voit parfois dans l'inventaire des choses assez surprenantes, c'est-à-dire des certifications qui sont enregistrées sous l'intitulé de formation A, ce qui est une confusion entre la formation, qui est une préparation A, et la certification, qui est la reconnaissance de compétences acquises, quelle que soit la voie ou le moyen que l'on a emprunté pour les développer. Et donc, on a, alors peut-être par insuffisance de moyens, par pression pour que tout ceci soit fait dans des délais très courts de la part de la CNCP, par volume à gérer, mais on a à l'évidence une qualité et une maîtrise du système de certification qui est insuffisante. En parallèle de ce système placé sous l'autorité de la CNCP, les branches professionnelles
ont la capacité à créer de manière tout à fait libre des certificats de qualification professionnelle. Il y en a aujourd'hui plusieurs milliers, des certificats et en rythme de développement relativement important, et des branches professionnelles donc qui sont totalement maîtresses de la manière dont sont créés les CQP, de leur contenu, de leurs conditions de délivrance. Elles créent les référentiels de certification et éventuellement d'ailleurs les moyens d'accès à ces certifications. Le souhait du gouvernement serait que les partenaires sociaux s'impliquent davantage dans les certifications et serait aussi que l'on puisse faire évoluer ou créer des certifications sur des délais beaucoup plus courts que ce que nous connaissons aujourd'hui. Si on met à part et encore que j'allais mettre à part les titres qui sont inscrits de droit au RNCP, leur processus d'élaboration, ils sont inscrits de droit parce que ils sont délivrés par des ministères au sein desquels fonctionnent des commissions paritaires consultatives. Mais donc c'est le cas de l'Éducation nationale, c'est le cas du ministère du Travail et de quelques autres. Donc ces diplômes-là, le temps de les élaborer en CPC, de les valider, etc., ça prend environ 2-3 ans, plutôt 3 que 2 d'ailleurs. Et pour les titres inscrits sur demande, on demande à ce que 3 promotions aient fonctionné, puis le temps de l'instruction, puis le temps de la décision, et on se retrouve sur des délais qui vont également de 3 à 5 ans. Bien évidemment, pour adapter les certifications à un marché de l'emploi, à des créations d'activités qui sont toujours plus rapides, ces délais-là sont jugés trop longs, excessifs. Et donc, le gouvernement souhaiterait qu'on ait possibilité d'avoir des créations, des actualisations des titres qui soient beaucoup plus rapides. Et enfin, il souhaiterait également que sur ce qui est aujourd'hui l'inventaire, il y ait des garanties de qualité des certifications supérieures à ce que l'on connaît actuellement. Alors sur ce sujet-là, il y aura une demande faite aux partenaires sociaux de se prononcer sur le rôle qu'ils pourraient jouer en matière de certification de manière plus importante, avec peut-être un mode de certification de type COFRAC, c'est-à-dire un certificateur d'organismes de certification. Et le COFRAC garantit les gens qui sont capables de faire de travailler dans le champ des certifications et d'être organismes certificateurs, ou qui vérifient que les candidats remplissent bien les conditions pour être certifiés. Eh bien on pourrait avoir un système de ce genre-là, ou un autre. En tout cas, on a deux, si vous voulez, options qui donnent le cap. La première, c'est vraisemblablement une évolution soit du rôle, soit de la composition, soit de la nature même de la CNCP, et deuxièmement, une évolution des modes de construction et surtout du rythme de construction des certifications. Donc la balle sera dans le camp des partenaires sociaux qui auront capacité sur ce champ-là à faire part de leurs propositions qui seront ensuite reprises, éventuellement amendées dans la loi à venir. On pourra constater que l'orientation tout certification, c'est-à-dire guider guider finalement tous les dispositifs et orienter les individus prioritairement vers les formations certifiantes n'est absolument pas remise en cause, bien au contraire, pourrait-on dire. Cinquième chantier, la réforme de l'orientation professionnelle. Alors, l'orientation professionnelle, elle est aujourd'hui assurée par les centres d'information et d'orientation pour les élèves et étudiants. C'est de l'orientation éducative, elle est professionnelle, mais elle porte principalement sur les filières de formation et évidemment sur les métiers associés, mais c'est une orientation qui est intégrée au système éducatif, même si les CIO peuvent recevoir d'autres publics que les élèves et étudiants, c'est malgré tout leur public très majoritaire. Et puis la loi de 2014 a vu la mise en place et la création du service public d'orientation professionnelle, régional, pardon, service public régional d'orientation, placé donc sous l'autorité des conseils régionaux, avec la mise en place du conseil en évolution professionnelle qui est aujourd'hui assuré par Pôle emploi, par l'APEC, par les fonds GESIF, par Cap emploi
et par les missions locales. Donc des organismes soit généralistes, soit qui accueillent tout public et qui permettent d'accompagner sur différents niveaux les personnes qui seraient en construction de projets à des stades d'ailleurs différents. Bien. Ce dispositif se développe. Lorsqu'on l'a mis en place, on a quand même eu une difficulté que l'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'on a confié cette mission aux organismes que je viens de citer sans qu'il y ait de financement associé à la mission supplémentaire qu'on leur donnait. Alors pour certains qui rendaient déjà ce type de prestations, eh bien on a mis l'étiquette conseil en évolution professionnelle et on a fait évoluer les prestations pour qu'elles soient conformes au contenu et au cahier des charges défini sur ce dispositif, mais se pose la question quantitative de l'accessibilité et là aussi il est envisagé que la technologie puisse venir au secours de l'orientation avec, alors on n'est peut-être pas encore, quoique au stade des bots, c'est-à-dire des robots qui pourraient générer des réponses automatiques sur un certain nombre de sujets et les gens qui pratiquent l'orientation professionnelle, notamment l'orientation sur le champ de la formation, savent bien que lorsqu'on reçoit des individus, il y a des questions qui reviennent de manière un peu systématique, etc., et qui pourraient être mises en facteur commun et qui pourraient être mises dans des outils, les individus se concentrant sur la part d'accompagnement à plus forte valeur ajoutée, qui ne serait pas strictement informative, mais de définition de projet, d'aide au choix, de personnalisation des situations, etc. Donc ici, la réforme envisagée consisterait, et il y aura une demande qui sera faite également aux partenaires sociaux dans ce domaine, de mieux associer les branches professionnelles et les entreprises au dispositif d'orientation professionnelle et de mettre à disposition également des individus des outils, et on retrouve l'application, alors donc, voyez, le smartphone, outil indispensable d'accès à la formation, avec je peux accéder à mes droits, je peux accéder au champ des formations éligibles et qui me sont accessibles, je peux accéder à la liste des prestataires qui délivrent ces formations qui m'intéressent, et je peux accéder d'ailleurs aux résultats concernant cette formation, et je peux accéder aussi au type de métier auquel elle prépare, à voir les flux de recrutement sur ces métiers-là, les niveaux de salaire moyens, etc. Et l'objectif ultime serait d'ailleurs une géolocalisation de l'individu qui pourrait avoir une personnalisation de toutes ces informations en fonction du territoire sur lequel il se trouve pour connaître ses possibilités très concrètes d'accès à l'emploi, à la formation, à la certification sur un territoire donné compte tenu de ce que sont ses possibilités personnelles de mobilité. Vous voyez que ça, on est dans le sens de ce projet-là où finalement, en mettant à disposition de l'information et en le mettant à disposition de manière massive de tous les individus, donc en traitant en clair du big data, on favorise la capacité de choix. Dernière dimension qui sera liée à la réforme de l'assurance chômage, c'est la réforme de la formation des demandeurs d'emploi. Alors, je vais peut-être un tout petit peu moins développer cette partie-là pour garder un tout petit peu de temps aussi pour répondre aux questions. La formation des demandeurs d'emploi aujourd'hui, Pôle emploi, l'AFPA dans le cadre de la commande publique et de sa transformation en établissement public, les conseils régionaux dans le cadre de leurs programmes régionaux, et puis il ne faut pas oublier que les OPCA et les OPACIF également, à travers plusieurs dispositifs, financent déjà largement la formation des demandeurs d'emploi. La question se pose de savoir si cette dernière partie, on continue à demander aux OPCA à financer ou pas la formation des demandeurs d'emploi, ou bien si on a d'un côté la sphère publique qui s'occupe des demandeurs d'emploi, y compris l'État qui réinvestit le champ qu'il avait un peu désinvesti à travers son plan investissement compétences, la nomination d'un haut commissaire au plan d'investissement compétences et le rôle qui sera sans doute donné au préfet dans ce domaine plaide en ce sens. Et donc est posée la question ici de
soit on est dans le champ public, soit on demande aussi aux partenaires sociaux de s'y investir. Alors, dernier point, les impacts et la question financière. Je n'ai pas abordé ce webinaire et la réforme sous l'angle financier parce que ce n'est pas de cette manière-là que le gouvernement passera commande en quelque sorte de négociations aux partenaires sociaux sur le sujet. Le financement est une conséquence des arbitrages en fonction des objectifs qui sont recherchés. On a aujourd'hui une contribution globale des entreprises à la formation professionnelle, initiale ou continue, qui est égale à 1,68% de la masse salariale. 0,68 pour la taxe d'apprentissage et 1% pour la formation continue. Je vous fais grâce des quelques compléments de financier, la contribution supplémentaire sur l'apprentissage et les taux de contribution des entreprises de moins de 11 salariés. Donc globalement, 1,68. Il est à peu près entendu que la réforme doit se faire à coût constant. Il n'y a pas de projet particulier ou de pression particulière pour qu'il y ait une augmentation des contributions des entreprises dans ce domaine. Donc si on raisonne à taux constant et compte tenu des objectifs de réforme annoncés, on a 4 types de contributions qui peuvent subsister par rapport à l'existant d'aujourd'hui. Tout d'abord, une contribution alternance sans doute unifiée, apprentissage et professionnalisation. Une contribution destinée à financer le droit des salariés et donc la fusion du CIF et du CPF. Éventuellement une contribution subsistante pour les demandeurs d'emploi, qui est la grande priorité malgré tout du gouvernement, avec la lutte contre le chômage et ce diagnostic très largement répété que moins on est qualifié et plus le taux de chômage est élevé, ce qui est une réalité statistique. Et enfin, dans le cadre de la défiscalisation des plans de formation, peut-être une disparition de tout financement du plan de formation, renvoyé à la responsabilité exclusive des entreprises et à leur responsabilité sociale, avec peut-être une exception pour des TPE, PME, alors moins de 11 salariés ou moins de 50 salariés, et avec une contribution qui resterait parce que pour les petites entreprises, la mutualisation joue souvent un rôle de levier indispensable pour accompagner l'investissement formation. Bien évidemment, les taux qui figurent sont à la fois des fourchettes et soumis à des aléas, mais ça montre le schéma de départ sur lequel tout le monde va travailler, sachant qu'encore une fois, ce n'est pas nécessairement, bien évidemment, le schéma d'arrivée. Mais malgré tout, une transformation assez importante avec d'ailleurs une question qui à ce jour n'a pas été évoquée directement, c'est est-ce que ce 1,7% est confié aux OPCA en totalité ou uniquement en partie? Est-ce qu'on concentre les OPCA sur le développement de l'alternance? Est-ce qu'on leur confie le droit des salariés ou bien est-ce qu'on met l'argent dans un organisme de financement qui serait directement mobilisé par les salariés puisque on souhaite avoir une désintermédiation? Est-ce que ça inclut la désintermédiation financière? Est-ce que pour les demandeurs d'emploi c'est une ponction et on met ça dans le giron public? Ou bien est-ce que c'est une intervention des partenaires sociaux pour accompagner notamment l'embauche ou les reconversions? Enfin, est-ce qu'on concentre les OPCA sur, outre l'alternance, le développement de la formation dans les petites et moyennes entreprises où l'accompagnement est souvent la condition de l'accès à la formation pour les chefs d'entreprise et pour les salariés. Voilà les conséquences que nous pourrions avoir, encore une fois, sur ce schéma de départ. Quelques questions peut-être pour terminer ce webinaire. Sur la monétisation des heures de CPF, je pense avoir répondu. La question est peut-être venue un petit peu avant que j'aborde le sujet. Alors on me pose une question, quid des tout petits organismes de formation qui n'auront pas les ressources pour faire ces démarches qualité?
Alors, il faut distinguer deux choses. On a aujourd'hui une réglementation qualité un peu formelle qui finalement n'est pas trop sortie des schémas habituels de production, de formation en présentiel avec des processus, etc. Très calés finalement sur l'unité de lieu d'action et qui fait peu de place aux modalités nouvelles. Il se pourrait que ce soit différent, qu'on n'ait pas une réglementation ou en tout cas des process qualité qui portent sur les mêmes choses, mais s'il s'agit pour les petits organismes simplement de savoir que les évaluations que leurs stagiaires pourront se retrouver en ligne ou que les gens qu'ils ont formés pourront utiliser un outil en ligne pour dire ce qu'ils pensent de la formation, ça ne crée pas de difficultés particulières liées à la taille de l'organisme, surtout si c'est géré en processus externe. Ceci dit, tendanciellement, par rapport à l'accès à tous les financements mutualisés sur le marché libre, et d'ailleurs pour l'accès direct au financement des entreprises et pour qu'une entreprise non financée par un OPCA achète de la formation, on est sur un marché totalement libre où finalement c'est une relation acheteur-fournisseur en matière de qualité. On ne réglemente en fait que les formations qui font l'objet d'un financement par un tiers. Pour demain, qu'en serait-il des certifications de l'inventaire? Est-ce que le principe de l'inventaire existerait toujours? Alors vraisemblablement, mais sous une autre forme, c'est-à-dire que il est bien envisagé de conserver d'une part les titres et diplômes et d'autre part un système de certification des compétences qui ne soit pas nécessairement diplômant, qui puisse être utilisé par l'individu pour éventuellement réaccéder à un diplôme. Mais vous voyez, l'ingénierie qu'il y a derrière tout ceci. Il y a quand même un chantier avec un petit peu de temps, puisque si l'objectif est de renforcer les processus de certification, de faire que les certifications aient un lien en gros, soit des parties de diplômes ou soit identifiables dans les diplômes, ça suppose de normaliser un certain type de compétences, etc. Donc, je pense qu'on aura des phases de transition. De la même manière que la ministre du Travail rappelait hier que les effets des ordonnances en matière de droit du travail, il faudrait attendre 2 ou 3 ans avant d'en voir les résultats, le temps que tout se mette en place. Sur cette réforme-là, qui ne sera pas une réforme de détail, mais sur laquelle on nous annonce de véritables transformations, vous voyez le champ que je dessine ici est quand même, on va identifier un avant et un après, ça veut dire que le travail sur les certifications, lui, est un travail de moyen terme. Mais il est bien prévu que de conserver d'autres formes de certification que simplement les certifications diplômantes. Combien de temps aujourd'hui pour inscrire une certification à l'inventaire? Eh bien, ça dépend d'une chose. Il y a 2 étapes pour la certification à l'inventaire. La première, c'est que les organismes certificateurs ne peuvent pas présenter leur demande eux-mêmes. Il faut qu'ils soient parrainés. Et il y a des autorités parrains en nombre limité. Les branches professionnelles, les confédérations patronales et syndicales, les conseils régionaux, et donc le premier délai est lié au choix du parrain et au fait que ce parrain accepte de soutenir ou pas la certification. C'est parfois un écueil que n'arrivent pas à franchir certains organismes. Et une fois qu'on a passé cette étape-là, le travail technique de construction de la certification pouvant être très variable, soit très rapide, soit un petit peu plus long, ça dépend de ce que l'on veut certifier, de quelle manière. Il y a ensuite la question de l'examen par la CNCP de la certification et de son inscription à l'inventaire. Et là, il y a des goulots d'étranglement qui font que, sans que je ne sache très bien vous dire par quel mystère on peut passer très rapidement, ou alors parfois on se retrouve englué pendant plusieurs mois. Donc ça peut varier de 1 à 3, 6 mois sans avoir beaucoup de maîtrise sur ce sujet. Voilà, donc actuellement on constate que des organismes arrivent à créer des certifications en 2 ou 3 mois, parce qu'ils ont un parrain dès l'origine, parce que leur dossier passe rapidement en CNCP, et d'autres 6 mois ou 1 an après ne sont toujours pas parvenus à franchir tous les obstacles.
quelle place pour les formations courtes? Il n'y a pas de notion de durée ici. C'est pas une question de durée de formation, c'est plutôt une question d'objectif et de certification. Effectivement, il y a une orientation de tous les financements vers les formations qui conduisent à des certifications. Mais courte ou de longue durée, ce n'est pas forcément un critère. Et j'ai essayé de montrer, notamment sur l'évolution des droits des salariés, comment la durée des formations pourrait cesser d'être l'alpha et l'oméga, si vous voulez, à la fois du financement, du choix, etc. Et d'autre part, le multimodal fait que la durée de la formation devient quelque chose finalement comment dire, de très variable en fonction des individus. Pour arriver au même objectif, chacun peut avoir des parcours de durée très différentes. Alors, que faire pour les personnes en fracture numérique? Oui, ce sera la question. Si on pense que le bonheur de tous passe par les applications et les smartphones, et en même temps, on s'aperçoit que des personnes qui maîtrisent peu, finalement, y compris les savoirs de base, arrivent malgré tout à être utilisateurs de ces outils numériques pour certaines applications, pas forcément toutes, loin s'en font, mais cette fracture-là se réduit, ou en tout cas peut se réduire. Tout dépend de l'ergonomie évidemment des outils que l'on développera. J'attire là-dessus votre attention sur le fait que on a nommé un haut commissaire au plan d'investissement en compétences, et parmi ses missions, il n'y a pas que de gérer les milliards d'euros qui seront utilisés pour la formation des demandeurs d'emploi, il y a aussi la mise à disposition d'outils numériques qui permettent aux individus d'accéder rapidement et de manière fiable à l'information et à la capacité de choisir. Est-ce qu'il peut être envisageable d'internaliser une partie de la contribution unique par un accord d'entreprise? Alors, c'est le cas aujourd'hui pour le compte personnel de formation. Il se peut que cette possibilité subsiste. Ça correspondrait aussi, on peut envisager une extension en matière d'alternance. Plutôt que de contribuer à l'alternance, je recrute directement X% de jeunes par rapport à mon effectif et je finance directement les parcours. C'est une possibilité à envisager. Ces clauses d'opt-out, de sortie, rentrent parfaitement dans la philosophie, en tout cas, du projet du gouvernement tel qu'on peut le connaître aujourd'hui. Mais encore une fois, on est là sur le champ des modalités et le point de départ se fait sur des objectifs. Les modalités, on a 8 mois pour terminer de les élaborer. Dans votre schéma futur des contributions des entreprises n'apparaît plus la période de professionnalisation. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, le gouvernement envisage tout simplement de supprimer la période de professionnalisation. Donc il se peut que 2018 soit la dernière année de ce dispositif, considéré comme ayant peu d'effet en termes de résultats et constituant uniquement un dispositif d'opportunité financière pour les entreprises. C'est peut-être un diagnostic un petit peu rapide, mais c'est celui qui est fait. Donc effectivement, les moyens de la période de professionnalisation seraient sans doute affectés ailleurs, d'ailleurs pour des objectifs assez similaires, soit l'intégration de jeunes, puisqu'on peut financer aujourd'hui la formation de gens qu'on recrute en CDI avec la période de professionnalisation, soit l'accompagnement des TPE-PME, puisque on peut aussi faire bénéficier ces entreprises de la période de professionnalisation. Vous constaterez que dans les contributions telles que je les présente là, les entreprises, et notamment de taille importante, et peut-être déjà de plus de 50 salariés, sont renvoyées à leur propre investissement pour financer la formation. C'est-à-dire qu'on est en rupture totale avec le schéma, c'est l'OPCA qui va financer mon plan de formation. Sauf, et ça ne devrait pas changer, pour les secteurs qui ont mis en place des contributions conventionnelles, il n'est pas question particulièrement de revenir là-dessus, et sauf pour les entreprises qui font des versements volontaires à l'OPCA parce qu'elles bénéficient de services, ce qui permet malgré tout soit de mutualiser des fonds. Je pense notamment à des groupes d'entreprises qui peuvent mutualiser des fonds par cet intermédiaire, ou alors, si ce n'est de mutualiser, d'avoir accès à des prestations à des coûts réduits parce que l'OPCA, par sa surface et par sa capacité financière, va pouvoir procéder à des achats dans des meilleures conditions que l'entreprise elle-même.
Je crois que j'ai dépassé le temps imparti, donc j'ai pas encore répondu à toutes les... Ah, c'est jusqu'à 11 heures. Ah, très excellente nouvelle. Nous sommes encore ensemble pour un petit moment, donc je peux continuer à répondre aux questions que vous avez posées. Est-ce que la fusion d'OPCA est envisagée pour n'obtenir que 2 à 3 OPCA? Alors, on pourra vérifier ça dans le document d'orientation qui sera diffusé demain aux partenaires sociaux, dont on ne connaît pas encore la teneur, mais l'entrée du gouvernement n'est pas par les structures ou par les financements. Il y a des objectifs annoncés, que les individus aient plus simplement accès à la formation, que l'alternance se développe, que le système de certification soit plus performant, que les petites entreprises qui en ont besoin puissent trouver un accompagnement. Donc on a des objectifs, mais on n'a pas, comme ça a pu être le cas par le passé, on verra si on a une surprise à ce sujet demain, mais je ne le pense pas, on n'a pas, il faut passer de 20 OPCA à 15, 12, voire 2 ou 3. Les OPCA seront bien évidemment, vous voyez le champ de la réforme, percutés par cette réforme. Leurs missions sont sans doute appelées à évoluer, leurs financements vont vraisemblablement également évoluer, il y aura un repositionnement, c'est ce qui me fait penser que le calendrier de mise en œuvre ne sera pas un calendrier non plus très court, parce que il faut gérer les périodes de transition. Si on a par exemple une refonte de la taxe d'apprentissage avec des CFA qui ont des financements structurels depuis des années, etc., si on bascule sur un financement au contrat, il est évident que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, au risque de créer des déséquilibres qu'on ne saurait trop comment compenser, etc. Et du coup, ça me fait répondre à la question suivante sur les délais de mise en œuvre de tout ceci. Mais il n'y a pas de projet de fusion d'OPCA. Ensuite, si la réforme se traduit par des missions supplémentaires, complémentaires de la part des OPCA, tant au plan quantitatif que qualitatif, peut-être qu'il faudra effectivement une taille ou des moyens minimum pour pouvoir s'inscrire dans ces schémas-là, et que se poseront éventuellement la question de regroupement d'OPCA. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que ce sont les branches professionnelles au final qui arbitrent ces questions-là. Ce sont elles qui décident de la création des OPCA et du choix de l'OPCA auquel elles adhèrent. Donc si elles se retrouvent dans un OPCA dont elles estiment que finalement ces moyens ne lui permettent pas de rendre à ces entreprises des services satisfaisants, eh bien se posera la question de migrer vers un autre OPCA. Alors oui, il pourrait y avoir des évolutions, mais plus vraisemblablement à moyen terme. Alors ce qui me fait basculer sur la question date prévue pour toutes ces dispositions. L'année 2018, qui est l'année d'élaboration et de construction de la réforme, fonctionne à dispositif constant. Donc ce que nous connaissons en 2017 demeure en 2018. Il n'y a pas d'évolution au cours de l'année 2018. De même, si on se réfère à la réforme précédente où la loi avait été votée au mois de mars 2014, ce ne sont que les salaires de l'année 2015 qui avaient été impactés par les calculs et les taux des nouvelles contributions. Donc on serait ici sur, au plus rapide, des contributions qui évoluent pour l'année 2018 avec une collecte en 2019 et une mise en œuvre des dispositifs en 2019. Donc, prenons l'exemple des nouveaux contrats. Si on dit nouveau contrat d'apprentissage ou nouveau contrat de professionnalisation, voire contrat unique, c'est évidemment pas la rentrée 2018, c'est au plus tôt la rentrée de septembre 2019 pour ces nouveaux contrats. Et donc, on aura on n'est pas sur un calendrier, alors on n'est pas sur un calendrier court, en même temps, si certains OPCA collectent pas à la fin de l'année, mais dès le début de l'année. Donc si on dit 1er janvier 2018, ça peut, 2019, ça peut venir relativement vite. Donc plus les transformations seront importantes, plus
il sera nécessaire d'avoir une phase transitoire et je pense que à la fois le gouvernement et les partenaires sociaux seront très attentifs à ne pas créer d'effets de rupture dans les dispositifs qui conduiraient à des perturbations qui font que l'accès à la formation, ce qui n'est vraiment pas l'objectif, serait plus difficile qu'il peut l'être aujourd'hui. Donc sans doute un calendrier étendu dans le temps de mise en œuvre, un peu comme les ordonnances, une adoption rapide des ordonnances, mais on a un calendrier qui va jusqu'au 1er janvier 2020 pour la mise en œuvre, par exemple, du comité social et économique. Si on modifie les certifications de l'inventaire, oui, c'est une nouvelle question, pardon, sur la modification de la période de professionnalisation et qui demande s'il y a disparition de ce dispositif. Ça a été déjà évoqué par plusieurs conseillers de la ministre du Travail, le fait que la période de professionnalisation est considérée comme un dispositif qui produit très peu d'effets, donc un diagnostic très peu favorable à son maintien sous quelque forme que ce soit, et comme on cherche de la ressource pour amplifier à la fois les droits des salariés, pour amplifier l'alternance et pour former les demandeurs d'emploi, je pense que la période de professionnalisation effectivement n'est pas promise à un très grand avenir. Par contre, elle continue à fonctionner en 2018. Est-il prévu que les diplômes d'université quasiment absents des listes CPF soient pris en compte dans l'inventaire ou dans le cadre de la fusion CIF-CPF? Alors, les diplômes d'université sont des diplômes qui sont créés par chaque université. Chaque université bénéficie d'une autonomie qui lui permet de créer des diplômes sans qu'ils ne soient validés par le ministère. Elle a cette capacité. Ces diplômes-là ne sont donc pas des titres enregistrés de droit au RNCP, ils n'ont pas fait l'objet d'une élaboration par le ministère. Ils peuvent y être inscrits, mais sur demande, donc avec une procédure longue. Aujourd'hui, donc, 3 promos plus le temps de l'instruction, etc. Donc, on est sur 4 à 5 années avant leur inscription. Et comme pour n'importe quelle autre certification, ils peuvent être inscrits au RNCP, ils peuvent aussi être inscrits dans l'inventaire. Mais là, la CNCP fait aujourd'hui une distinction. Ont vocation à être inscrits dans le RNCP les certifications, être inscrites, pardon, au RNCP, les certifications qui préparent ou qui apportent toutes les compétences nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une fonction. Ont vocation à être inscrites à l'inventaire les certifications qui apportent des compétences plutôt transverses qui peuvent être utilisées dans plusieurs types de métiers et qui ne sont pas nécessairement exclusives à un métier. Donc, lorsqu'on a un diplôme qui apporte des compétences qui pourraient relever de métiers très différents, mais qui apportent par exemple une spécialité dans un domaine, mais qui peut être mise en œuvre par des personnes occupant des fonctions différentes. Ça a plutôt vocation à aller dans l'inventaire. Si on est sur un métier, une fonction identifiée avec l'ensemble des compétences, ça supposerait un RNCP. Alors les délais ne sont pas tout à fait les mêmes. Parfois il y a des choix d'opportunité où on se dit bon, on va déjà le mettre dans l'inventaire et on verra après le RNCP. Bon, la commission a tendance quand même à faire un peu garde-triage sur ces choix-là. Et quant à leur prise en compte directe dans le cadre du droit du salarié, de la fusion CIF-CPF, pas nécessairement, puisque en tant que tel, un diplôme d'université n'est pas une certification aujourd'hui reconnue, au sens où les certifications reconnues, ce sont celles du RNCP, de l'inventaire ou les CQP. Et donc, les diplômes d'université sont comme les diplômes de n'importe quel organisme qui créerait une certification et qui ont la valeur qu'on veut bien leur reconnaître ou leur accorder, mais qui n'ont aucun effet de droit ou qui n'ont aucune priorité par rapport à l'accès au financement. Donc, j'allais dire, ces certifications-là sont gérées absolument comme les autres. Il n'y a pas de privilège ou de garantie particulière pour les diplômes d'université. Concernant le big data, autre question, mettre en lien le besoin et la demande au plus près des territoires, etc.
l'État va-t-il laisser la place au développement d'outils web émanant du marché privé ou souhaite-t-il tout administrer? Alors, ici, peut-être que des organismes privés interviendront dans la construction de ces outils, probablement, en fait j'en sais rien du tout en réalité, mais la volonté de l'État ici est d'être assez dirigiste, c'est-à-dire d'être à la manœuvre sur la réalisation de cette application. Enfin là-dessus, les missions confiées au commissaire dans le décret qui a fixé ces missions sont assez claires, hein. Il a en charge le développement, alors par quel moyen le développement de ces applications-là, il a en charge le développement de ce type d'outils. Alors, par contre, le fait que l'État encourage au développement de ces outils, voire pilote le développement d'un tel outil, n'exclut pas que sur ce marché-là, des applications développées par d'autres voient le jour. C'est pas un monopole. Il y a une volonté de la part de l'État de faire. Il n'y a pas forcément une volonté monopolistique. Vous savez, c'est d'ailleurs quand on reprend ce que j'ai présenté ici, le point de départ de la réforme, on s'aperçoit que tout ce qui est aujourd'hui de type soit monopolistique, soit fermé, etc., le projet est plutôt de l'ouvrir. J'ai commencé par l'exemple des accords de branche fermés qui imposent à l'entreprise le choix de son OPCA. Bon, il y aurait une tentation du gouvernement de dire chaque entreprise peut éventuellement choisir. On a des exemples. Par exemple, aujourd'hui, les accords fermés pour dire où l'entreprise doit verser sa taxe d'apprentissage sont interdits. Les accords fermés sur la prévoyance sont interdits. Donc on voit bien le sens. Autre exemple, aujourd'hui les régions, les conseils régionaux ont le monopole dans l'ouverture des CFA. On sent bien une volonté de remettre en cause ce monopole et donc de permettre éventuellement aux branches professionnelles, voire de basculer sur une logique de marché pour l'alternance et de ne plus avoir quelque chose de fermé. Et donc, il n'y a pas de volonté ici monopolistique, il me semble, de la part de l'État, dont je ne suis pas d'ailleurs le porte-parole, mais par contre la volonté de disposer d'un outil, donc de piloter son développement et sa mise en place. Mais ça n'exclut absolument pas les initiatives qui pourraient intervenir dans ce domaine. On a des outils d'évaluation, de transparence qui existent déjà, etc. Alors, quid du DIF? Alors, quid du DIF? Ou plus exactement des heures de DIF. Les heures de DIF qui sont toujours utilisables jusque en 2020, elles feraient vraisemblablement l'objet d'une conversion. Il n'est pas, en tout cas moi j'ai vu nulle part qu'il serait question de les éradiquer plutôt que l'échéance prévue. Donc elles feraient l'objet d'une conversion vraisemblablement dans les mêmes conditions que les heures de CPF. Quid du bilan à 6 ans? Alors ça c'est une question qui n'a pas été évoquée à ma connaissance à ce jour, en tout cas qui n'est pas venue dans le débat public. Peut-être que les partenaires sociaux s'en saisiront. Là-dessus, il y a quand même une question qui se pose. La loi de 2014 s'est arrêtée à mi-gué. D'une part, elle a défiscalisé les plans de formation et elle a orienté vers le tout certification, et d'autre part, elle a maintenu une obligation de former et une réglementation de la qualité de la formation. Pourquoi c'est amigué? Parce que ces deux dispositions ne sont pas forcément cohérentes. Si on laisse les entreprises assumer librement leurs responsabilités sociales dans le cadre du plan de formation et qu'on se concentre sur la compétence, la question de savoir pourquoi la formation serait le chemin obligé pour arriver à la compétence se pose. Et donc, on pourrait imaginer que on demande aux entreprises d'assurer un développement des compétences des salariés, mais que si ça ne se fait pas par la formation, ça puisse se faire par d'autres moyens. Vous savez que la formation, on a eu en France une religion de la formation pendant des années, on pourrait peut-être en sortir en disant formation, mais aussi autres moyens, et ils fleurissent aujourd'hui,
pour développer ses compétences, ou alors moyens multimodaux, de l'accompagnement, de la formation, du retour d'expérience, du co-développement, de l'échange de pratiques, de la mise à disposition de ressources, etc. etc. Et peut-être qu'on pourrait avoir une évolution sur concernant les entreprises, sur vous n'êtes pas nécessairement obligé d'utiliser la formation, le principal est que vous vous occupiez du développement de compétences de vos salariés. Ça, c'est un sujet qui pourrait venir dans la négociation. Reste à savoir si les partenaires sociaux souhaiteront s'en occuper. S'ils s'en occupent, ça aura sans doute un impact sur le bilan à 6 ans. S'ils s'en occupent pas, eh bien on verra si l'État choisit de maintenir ou pas cette obligation sous sa forme actuelle. Est-ce que les financements issus du futur 1% seront-ils uniquement réservés à terme à de la formation certifiante? C'est quand même bien l'orientation sur les formations, par exemple le grand plan d'investissement dans les compétences pour les demandeurs d'emploi, il est question très prioritairement de formation certifiante. L'objectif ici est double, c'est que la certification rehausse le niveau d'exigence dans le parcours de formation et constitue un élément très visible sur le niveau de compétence du bénéficiaire. Et donc c'est un outil de mobilité sur le marché du travail, de garantie pour les recruteurs, de confiance pour les individus, de valorisation de leur parcours. Donc l'orientation est clairement celle-là. Alors, est-ce que ce sera exclusif ou pas? Aujourd'hui, on a par exemple sur l'alternance la possibilité de préparer à des qualifications reconnues par les conventions collectives. La loi travail a ouvert la possibilité de préparer des contrats pro sur des formations justement non certifiantes. Et donc tout ça pour faire plus de place, si vous voulez, à de l'innovation et à des parcours de formation sur des qualifications, sur des métiers nouveaux. Mais ici, la volonté du gouvernement est davantage de permettre la création rapide de certifications pour garantir le tout certifiant que de déroger à cette logique de certification qui est tout de même à la fois un repère pour les individus, un repère pour les entreprises. Peut-être une ou deux questions encore. Impact de la future contribution alternance pour les entreprises qui n'étaient pas assujetties à la taxe d'apprentissage. Alors oui, ça effectivement, c'est un sujet. Aujourd'hui, tous les employeurs du secteur privé paient une contribution pour financer la formation continue. Par contre, seul le secteur marchand et non pas les professions libérales, l'agriculture ou le secteur non marchand, associatif notamment, n'est pas assujetti à la taxe d'apprentissage. Si on crée une taxe unique, sur le modèle de la contribution en formation continue, ça pourrait assujettir l'intégralité des employeurs du secteur privé. Ce qui serait d'ailleurs une première réponse aux besoins de financement, parce que là, on est sur une réforme à taux constant pour les entreprises. Mais si on veut développer l'alternance et si on veut passer de 400 000 apprentis plus 200 000 jeunes en contrat pro, c'est-à-dire 600 000 jeunes, rapidement à 800 000 voire 1 million, ça pourra quand même difficilement se faire à financement constant. Donc il va bien falloir trouver des ressources supplémentaires et l'extension du champ de la taxe serait un premier moyen de mobiliser des ressources supplémentaires. Ensuite, peut-être que nous verrons ce que on a déjà pu connaître sur certaines taxes, c'est-à-dire une taxe qui dans un premier temps reste à un même niveau, pour ne pas augmenter brutalement les contributions des entreprises, mais qui évolue au fur et à mesure du besoin de croissance du dispositif. On pourrait imaginer par exemple que si on crée un droit nouveau pour les salariés, il y a un temps d'appropriation, il y a un temps de développement, et donc les contributions dans un premier temps restent fixes, mais peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, elles ont vocation à augmenter, qu'on peut le prévoir d'ailleurs dès le départ, pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises.
Quid des amendes liées à l'entretien professionnel? Alors même réponse que sur le parcours à 6 ans. Ce n'est pas aujourd'hui dans le scope de la réforme. C'est un sujet important pour les entreprises et peut-être que leurs représentants, au cours de la négociation interprofessionnelle, aborderont ce sujet-là. Oui, beaucoup de questions sur le bilan à 6 ans des salariés. Aujourd'hui, il n'est pas au cœur de la réforme, mais il y aura peut-être là-dessus, les partenaires sociaux se saisiront de ce sujet. Je vous rappelle que la négociation interprofessionnelle devrait s'ouvrir dans les jours qui viennent suite à l'envoi du document d'orientation par le gouvernement et avec une date prévue de clôture, même si ce n'est pas le gouvernement qui décide de ça, ce sont les partenaires sociaux, mais une date prévue pour la fin de la négo, à fin janvier, début février, de manière à pouvoir inclure ou intégrer tout ou partie des résultats de cette négociation dans le projet de loi prévu pour le printemps. Alors, merci beaucoup. On va interrompre ici cette conférence. Merci beaucoup pour votre participation, d'être resté avec nous pendant cette heure et demie. Nous mettrons en ligne sur le site de Demos non seulement la présentation, mais également les réponses écrites, peut-être un petit peu plus synthétiques que les développements que je viens de faire sur le site de Demos. Merci à tous, excellente journée et à très bientôt pour suivre le développement de cette réforme qui s'annonce d'ampleur. Très belle journée à tout le monde.